Nous avons organisé il y a quelques semaines une grande séance sur le bois et notamment comment utiliser le bois pendant les Jeux Olympiques. Donc Madame Joriot, Marie Joriot qui est ici, qui va nous présenter cela, qui est responsable de France Bois 2024, va nous faire cet exposé. Avant, je voudrais simplement vous signaler qu'à l'Académie, nous travaillons beaucoup. Nous ne sommes pas que des vieux, nous ne sommes pas que des ringards. Et nous avons édité une encyclopédie sur l'ensemble des problèmes d'actualité liés à l'agriculture, à l'environnement et à l'alimentation, dont une centaine de fiches spécifiques sur la forêt et le bois que vous pouvez trouver sur le site internet de l'Académie. C'est ça, je vais mettre là. Académie Agriculture, et je vous ai amené quelques fiches, la liste des fiches liées au bois, si vous êtes intéressé, liées à la forêt. Elles sont à votre disposition. Ces fiches sont sur le stand de l'Académie qui est pile poil en diagonale d'ici dans le hall 4, mais vous les avez toutes en ligne, les 600 fiches sont en ligne sur le site internet de l'Académie, et vous avez même on appelle ça un flash code, non, un flash code, où vous pouvez tout capter. Je vous donne les fiches si vous êtes intéressé. Donc Madame Joriot, jusqu'à 10h, on prendra peut-être quelques questions, s'il y a des questions. On a quelques étudiants qui vont nous rejoindre à la Légion du Bois. Alors, merci de m'accueillir. Je vais vous parler du bois dans les constructions des Jeux Olympiques qui sont en ce moment même en cours de remise au comité d'organisation des Jeux. Donc, je suis coordinatrice de France Bois 2024 qui est, je vais vous expliquer ce que c'est, la structure projet que la filière bois a mis en place pour accompagner les JO. On a commencé en 2018, le sujet en 2018 et aujourd'hui encore, c'était une candidature que Paris a remportée, notamment sur l'objectif d'être les premiers jeux bas carbone de l'histoire et d'avoir un impact carbone de 50% inférieur aux Jeux de Londres, c'était la référence qui était prise, et en particulier dans les constructions neuves, 30% d'émissions de carbone en moins. Donc on va voir comment le bois a permis d'y répondre. Et c'était l'occasion pour la filière construction bois de montrer comment le bois pouvait être aussi un matériau de construction qu'on pouvait massifier, c'est-à-dire qu'on peut utiliser dans la plupart des constructions. Vous allez voir que pour les Jeux, il y a évidemment quelques ouvrages emblématiques qui ont été construits, qui sont tout à fait magnifiques, en particulier la piscine olympique. Mais il y a aussi beaucoup de bâtiments banals, des futurs quartiers qui vont servir aux athlètes et aux journalistes cette année, mais qui après seront transformés en logements et en bureaux pour des jours normaux. Et là, on a utilisé du bois aussi. Donc, le sujet pour la construction bois et pour la décarbonation de la construction, dans la perspective de la neutralité carbone en France en 2050, c'est d'augmenter les parts de marché de la construction bois, d'industrialiser, en tout cas d'être en mesure de poser plus de bois français. C'est un des objectifs qu'on a poursuivi, avec une augmentation de la récolte, mais surtout de la préservation de la forêt, la prise en compte des difficultés dans lesquelles se trouve la forêt française par rapport au réchauffement climatique. Donc la récolte de bois français se fait dans cette perspective. J'ai pas très longtemps, donc je vais plutôt vous mettre des photos des projets plutôt que trop de texte. Juste quelques mots sur France Bois 2024. Donc c'est un projet qui a été financé par l'amont de la filière forêt-bois, France Bois Forêt, et l'aval, le Codifab, donc les organisations professionnelles de la construction, avec 3 types d'actions. Des actions techniques, puisque le bois n'est pas encore maîtrisé par tous les acteurs de la construction, donc donner des éléments de maîtrise de ce matériau, et puis aussi faire progresser les techniques et l'innovation. Les premiers volets techniques, un volet de communication très important pour mettre en relation et aider la communication entre les donneurs d'ordre et les entreprises bois en particulier, et puis un volet formation, parce
que peut-être le sujet principal de la construction bois dans les JO, c'est la montée en compétences collectives. Les entreprises bois maîtrisent bien leurs matériaux, elles ont à monter en puissance. Tout le secteur de la construction a à apprendre à construire en bois, parce que ce n'est pas le matériau dominant en France depuis plusieurs décennies. Donc on a travaillé avec tous les acteurs des Jeux, et ils sont nombreux. Au premier rang desquels, c'est la Société de livraison des ouvrages olympiques, mais aussi le comité d'organisation des Jeux, l'État, différentes collectivités et tous les promoteurs et entreprises qui ont construit les Jeux. Je ne vais pas tous vous détailler, c'est pour la plupart de très grandes entreprises, puisque les enjeux financiers et de calendrier étaient très importants. C'est des projets qui ont été lancés en 2019 et qui sont livrés aujourd'hui, donc c'est allé très vite. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc au moment où les ouvrages sont livrés, ils sont remis, le village olympique par exemple, les clés sont remises demain au comité d'organisation des Jeux. Donc on ne peut plus aller sur place jusqu'à la fin de l'année. On a essayé de les représenter assez simplement sur une carte, c'est pas forcément hyper facile à lire. Donc on est pas mal en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans Paris et toute la région parisienne. On a la pièce emblématique pour le bois, on va dire, c'est le village des athlètes, qui est situé à cheval sur l'île Saint-Denis, Saint-Denis et Saint-Ouen, qui représente quasiment 300 000 m² de construction. C'est important, un quartier important. C'est lui qui va accueillir les 15 000 athlètes pendant la phase des Jeux Olympiques, et ensuite les athlètes paralympiques. Donc les chambres d'athlètes sont accessibles à tous. Et après les Jeux, ce village des athlètes va devenir un quartier de ville normal, avec des logements, des bureaux, des commerces, des écoles. C'est ça qui était particulièrement intéressant. La réversibilité, c'est un sacré sujet. Parce que vous imaginez qu'on a des chambres qui vont devenir ou des bureaux, ou des salons, des salles de bain qu'il va falloir démonter. Et puis bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de livrer un quartier, tout ce qui est plus normal, avec du bois, en structure et en façade. On va voir quelques photos après. Donc dans le village des athlètes, on a 15 000 m³ de bois environ qui ont été mis en œuvre, dont 65% minimum de bois français. Je dis minimum puisque dans le processus de traçabilité, il y a ce qu'on est capable de retracer comme données, et puis il y a les données sur lesquelles on a encore des inconnus. Donc quand on dit 65% de bois français, c'est un minimum. À minima, c'est là où on a les preuves. Le reste du bois, il est de provenance européenne, mais moins défini. Et puis on a d'autres ouvrages, le Grand Palais éphémère qui a été le premier livré, le numéro 7 sur l'image, l'Arena de Paris, Porte de la Chapelle qui a été inauguré la semaine dernière, numéro 6, le centre aquatique olympique, numéro 5, une passerelle au-dessus de l'autoroute, numéro 8. Tout ça, ça fait aussi 15 000 m³ de bois. Donc en gros, aujourd'hui, on est à 30 000 m³ de bois mis en œuvre. Ça fait 30 000 tonnes de CO2 qui sont stockées dans ces ouvrages. Et puis, il reste toute la partie événementielle avec du bois qui va être mise en œuvre de manière temporaire et réemployée. Les photos ont été prises au stade de la pose des poteaux et des poutres, donc elles sont en lamellé-collé. On a aussi des parois en lamellé croisé, des parois de CLT comme on voit sur la photo en bas à gauche en plancher. Et puis on a aussi beaucoup de façades à ossature bois, donc des façades qui ne sont pas porteuses, mais qui sont constituées d'ossature bois, remplies pour la plupart de laine de bois. Et là on les voit, elles sont noires, elles sont recouvertes du pare-pluie en attendant leur revêtement de façade. On a une vision d'ensemble du village des athlètes. C'est quand même une prouesse d'avoir réussi à livrer 300 000 m² en 2 ans de chantier et 2 ans d'études. Au centre, les gros bâtiments noirs et rouges, c'est la cité du cinéma qui était préexistante. Et tout ça est en bord de Seine. Donc c'est un quartier qui est très agréable aussi de par les vues et des promenades qu'il propose en bord de Seine. Petit récapitulatif de là où on trouve du bois, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. C'est juste le tableau qui récapitule les économies carbone qu'on a fait par rapport à un projet classique, on va dire. Évidemment, tout le monde est en train de faire des projets de plus en plus bas carbone.
On a 45% d'économie de carbone sur le village des athlètes sur l'ensemble de son cycle de vie, c'est-à-dire que sa phase chantier a émis moins de gaz à effet de serre et que par ailleurs, pendant toute son exploitation, son chauffage, son refroidissement, puisqu'il y a du refroidissement pas climatisé, mais du refroidissement adiabatique, c'est pas de la climatisation, bref, toutes ces consommations d'énergie pendant la vie du quartier sont aussi moins émettrices de gaz à effet de serre. D'autres photos, donc ça c'est le village des athlètes en cours de construction. Ensuite d'autres ouvrages, donc le village des athlètes encore à gauche, et puis des écoles, puisque évidemment c'est pas les athlètes qu'on va envoyer à l'école, mais ensuite ces quartiers deviendront des quartiers de ville banalisés, et donc des écoles ont été construites en faisant la part belle au bois. Les écoles classiquement c'est des ouvrages dans lesquels on a une bonne expérience de la construction bois. Le groupe scolaire en bas à gauche à Saint-Ouen, ou les écoles du Bourget en haut à droite, qui ont vraiment une part très importante de bois construction, y compris dans les circulations verticales. Il y a un hall du parc des expositions du Bourget qui a été reconstruit avec une charpente entièrement en bois. C'est le premier qui est construit comme ça. On peut imaginer qu'ici, au-dessus de nos têtes, un jour, on aurait une charpente bois. C'est exactement le même genre d'architecture. Et ça mérite de le souligner parce que le choix du bois a été fait aussi pour des raisons de sécurité incendie. La question de la sécurité incendie dans la construction bois, c'est un sujet d'étude tout à fait légitime. Mais il y a certains équipements dans lesquels le bois a des avantages, notamment par rapport à l'acier. C'est le cas de ce genre d'ouvrage. Et donc là, on a une charpente bois de plus de 20 000 m² de surface. Voilà, ça ressemble à ça. Le hall 3 du Bourget. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que pendant la phase jeu, il n'y a que les professionnels de la retransmission télé qui le verront. Le plancher sera aussi complètement en bois, donc il y a 16 000 m² de plancher temporaire qui ont été posés l'été dernier pour pouvoir planter les studios de télé au-dessus. Donc c'est là que toutes les retransmissions télévisuelles des jeux auront lieu. Et ce plancher, il sera réemployé ensuite. L'entreprise qui l'a posé, elle le récupérera pour le mettre sur d'autres chantiers. On est assez fiers de cette réalisation aussi, parce que le réemploi du bois, c'est évidemment un enjeu pour le futur de la construction. Je continue la petite promenade dans les ouvrages bois des jeux. Le centre aquatique, c'est vraiment l'ouvrage le plus époustouflant, on va dire, qui est aussi une prouesse technique dans sa pose. Il est constitué de ce qu'on appelle des catènes, donc des chaînes de poutres en bois qui, mises bout à bout, font 90 mètres et qui forment une charpente concave qui a été conçue en fait pour limiter le volume d'air à chauffer dans la piscine. Et puis à droite, on a le Grand Palais éphémère, qui est le premier ouvrage à avoir été livré entre la Tour Eiffel et l'école militaire. Et en bas, l'Arena, avec un très impressionnant plancher plafond plancher bois. Voilà des images en usine, parce qu'évidemment derrière ces réalisations, il y a des entreprises qui ont préfabriqué tout ça en usine. Là, c'est l'usine Matisse. On voit les poutres de l'Arena en cours de préfabrication et les fameuses catènes du centre aquatique olympique en cours de fabrication aussi. La pose de la première catène qui a eu lieu en juillet 2022 et le centre aquatique qui a été mis en eau il y a quelques mois et où évidemment tout le monde pourra aller nager après les Jeux. Ça va devenir une piscine, alors pas municipale, métropolitaine, mais elle sera ouverte à tout le monde. Dernier ouvrage, je crois, c'est cette passerelle au-dessus de l'autoroute entre le Bourget et Duny. Ça mérite de le souligner parce que là aussi c'est un ouvrage pour lequel on n'avait pas pensé au bois, parce qu'on s'est dit c'est au-dessus de l'autoroute, il y a des contraintes de sécurité incendie, on ne va pas mettre du bois. Et finalement, les études ont montré qu'on pouvait tout à fait proposer ce tablier en bois qui est fabriqué un peu comme un capla là, avec un assemblage de grands plateaux de bois. Qui répond tout à fait aux normes de sécurité incendie et qui permet de diviser le bilan carbone de l'ouvrage par 2. Ça valait quand même le coup. Voilà, ça ressemble à ça l'empilement de méga poutres en bois.
approches en bois, si j'ose dire. Donc pour faire tout ça, pour finir sur la nature de notre action France Bois 2024, on a participé et contribué à beaucoup de documentation technique pour que tous les acteurs de la construction s'approprient les contraintes du matériau bois. Le bois exposé craint l'eau, il peut craindre le feu, donc ça nécessite des savoir-faire et des conceptions spécifiques. Et puis, on a la réglementation, les normes constructives qui sont un peu en retard pour le bois par rapport à d'autres matériaux plus classiques. Donc, il y a tout un arsenal réglementaire, si j'ose dire, qui est à poursuivre et à fabriquer pour simplifier la mise en œuvre de différents éléments. C'est le cas, par exemple, des revêtements de façade sur structure bois. On a moins de possibilités faciles qu'avec d'autres matériaux. Donc c'est ça qu'on a pas mal travaillé pour aider les entreprises à référencer des solutions à poser sur façade bois. Et donc dans le village olympique, on a pas mal de façades en terre cuite notamment, qui ont été facilitées par ce travail-là. On a aussi pas mal phosphoré sur quelle est la place du bois dans les aménagements temporaires, parce que les JO c'est un énorme événement, c'est le plus gros événement mondial. Donc il y a toute une série de petits équipements, de petits kiosques, de toilettes, de signalétique, de platelage qui vont être posés juste pour la phase des Jeux, et on a réfléchi à la place du bois dans ces éléments et comment ça pouvait être aussi source de qualité. Donc on a fait ce référencement, c'est le document à gauche, et puis des documents à destination vraiment des compagnons sur le chantier, pour des compagnons qui n'ont jamais manié le matériau bois, les familiariser avec, deuxième document. Et enfin un dernier document sur la traçabilité. La traçabilité, je ne sais pas si vous êtes familier de cette notion. C'est une notion très importante pour nous, pour la filière et aussi pour Solideo. Et les constructeurs qui les ont fournis et posés ont été chargés d'apporter les preuves. Et il y a aussi un objectif de bois français qui a été fixé à 30% par Solideo et que la filière a porté à 50%. Donc on y est presque, comme je vous le disais, on a 65% de bois français sur le village olympique et 45% sur l'ensemble des ouvrages. Pourquoi ces objectifs? La gestion durable, évidemment, c'est pour garantir que cette construction bois, elle s'inscrit, elle ne met pas en péril la pérennité de la forêt, voire même elle accompagne la nécessaire transition de la forêt par rapport aux enjeux climatiques. Donc il y a des bois scolités, par exemple, qui ont été mis en œuvre sur différents ouvrages, donc des bois qui étaient en impasse sanitaire et que si on n'avait pas mis en œuvre là, on aurait brûlé. Donc au lieu de les brûler, ils stockent du carbone dans les ouvrages. Et puis le bois français, c'est aussi un sujet de développement économique français. La balance commerciale de la filière bois en France, elle est déséquilibrée. Le sujet, c'est d'arriver à la rééquilibrer dans les prochaines décennies aussi. Donc cet objectif de bois français, il participe de ça. On a eu de nombreuses actions pour faire en sorte qu'on y arrive, parce que c'est pas si simple. Ça veut dire que de la coupe à la scierie, à la transformation et à la pose, on arrive à tracer et donc à vérifier et à archiver la provenance des bois et à pouvoir en attester par la suite. Donc ça nécessite des process, du temps passé qu'il faut prendre en considération. Donc le projet qu'on a mis en place pour ça s'appelle France Bois Traçabilité. Il visait à aider toute la chaîne de la construction à monter en compétence sur cette question de la traçabilité et à s'outiller pour mieux savoir et mieux tracer la provenance du bois jusqu'à sa mise en œuvre. On a notamment fabriqué ce petit document là qui s'appelle un estimatif bois pour chaque projet. On a essayé de le fabriquer pour chaque projet. Les acteurs ne sont pas tous au même niveau d'avancement pour ça. Où on voit combien on a de résineux, combien on a de feuillus,
combien on est certifié PEFC ou FSC. Donc là, on est à 100% résineux, 100% PEFC. Et puis ensuite, la provenance française, vous voyez sur cet exemple, 45% de bois d'origine France. Et, je ne vois pas d'ici, il y a la transformation en France et il y a la provenance du bois. 39%, je dis pas de bêtises, ou 29%. Bref, un exemple d'outil traçabilité. Donc le retour d'expérience sur la traçabilité, c'est que les jeux ont été vraiment une bonne impulsion pour que tout le monde s'y mette, grâce notamment aux objectifs qui ont été fixés par la Société de livraison des ouvrages olympiques. Il y a une montée en compétences et une progression à faire pour tout le monde. Ça coûte un peu de sous. Et puis, il faut s'outiller, mais c'est un enjeu majeur par rapport au sujet de pérennité forestière, notamment dans la perspective du réchauffement climatique et de la difficulté dans laquelle ça peut mettre nos forêts. Voilà, je vais m'arrêter là. Et on a 3 minutes pour des questions, si vous voulez. Bonjour Jean-Marie Sironi. Bonjour. Jean-Marie Sironi, agroéconomiste indépendant. Vous êtes aussi membre de l'Académie de l'agriculture. Et vous êtes aujourd'hui venu nous parler de la souveraineté alimentaire. Moi, parler et puis échanger surtout. Échanger. Et moi j'ai une première question. J'aimerais savoir ce qu'on entend exactement par ce terme-là, souveraineté alimentaire, par cette expression. Alors c'est une expression qu'on emploie beaucoup depuis le début de la Covid. C'est la souveraineté alimentaire. La souveraineté, on sait ce que c'est, notamment nous, Français, Gaulois, le général de Gaulle, la souveraineté nationale, etc. La souveraineté alimentaire, c'est autre chose. Et on la confond souvent avec d'autres concepts, comme la sécurité alimentaire, ce qui n'est pas la même chose, ou l'autarcie. Alors je vais d'abord dire ce que ça n'est pas, pour expliquer après ce que c'est. Bon, l'autarcie, c'est, on voit bien, hein, c'est vivre de manière complètement fermée, autosuffisante, produire tout ce dont on a besoin, sans ou avec le minimum d'échanges commerciaux. La souveraineté alimentaire, c'est pas ça. La France est un grand pays exportateur de produits agricoles. On est aussi importateur, on fait du commerce. Donc on voit bien que la souveraineté, c'est pas ça. La sécurité alimentaire, c'est le fait pour un pays d'être certain de pouvoir apporter à tous ses habitants une nourriture qui soit suffisante en quantité, en qualité et qui soit disponible pour tout le monde. C'est-à-dire que tous les Français ou tous les gens du pays puissent acheter. Est-ce que la variété aussi fait partie voilà. Alors, peut-être pas tant, d'accord. Peut-être pas tant. La sécurité, c'est assurer nos je ne sais plus combien de kilocalories nécessaires par jour. La souveraineté, en fait... Donc c'était la sécurité. Voilà. La souveraineté, c'est un concept, souveraineté alimentaire, c'est un concept qui est issu, en fait, de la gauche paysanne. Donc je pense que quand le président de la République l'a employé, c'est pas du tout ça auquel il pensait. Mais c'est pour ceux qui connaissent le monde agricole, c'est Via Campesina, qui est l'organisation internationale à laquelle adhère la Confédération paysanne, a sorti cette idée de souveraineté alimentaire dans les négociations internationales de l'OMC, au fait de dire, en plus que la sécurité, c'est-à-dire que la sécurité c'est d'avoir le nombre de calories nécessaires, la souveraineté alimentaire c'est de pouvoir choisir ce que l'on consomme, en fonction de sa culture, de ses habitudes, et que cette alimentation ne soit pas imposée ni par les décisions politiques, ni par des contextes commerciaux. D'accord, ça voudrait dire donc quantité, qualité et la diversité. La diversité pour les pays qui ont de la diversité, ou correspondant à nos habitudes culturelles. Alors, partant de là, ce terme de souveraineté alimentaire, dont on ne parlait pas trop avant. Non, effectivement, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup ces dernières années. Voilà, on en entend beaucoup, notamment depuis, en gros, le début de la Covid, quand le président de la République a fait une déclaration, je ne sais plus trop où, tout début, où il disait que ce serait une folie de confier à d'autres notre alimentation. Et donc, cette souveraineté alimentaire.
partant de là, c'est une idée qui a fait Flores, qui s'est vraiment développée, et je dirais un peu qui s'est développée, de mon point de vue, je vais être un peu critique, un peu n'importe comment. Je vais donner un ou deux exemples, et puis après, comment dire, vous expliquer à mon avis pourquoi il y a ces dérives sur l'utilisation de ce mot. Par exemple, alors souvent quand je fais dans les interventions, j'ai des images, là j'en ai pas, mais moi, par exemple, il y a je me rappelle un titre qui expliquait que l'agression de l'Ukraine par la Russie, par M. Poutine, mettait en jeu notre souveraineté alimentaire, notamment sur les céréales. C'est une bêtise. On exporte la moitié de nos céréales. D'accord. C'est-à-dire qu'on est déjà presque en capacité d'autarcie. Mais on en produit 2 fois plus que ce que l'on consomme. Donc je veux dire, si les circuits commerciaux de céréales de la mer Noire sont fermés, ça nous pose nous des problèmes pour exporter. Oui. Mais ça ne nous pose pas de problème pour nous nourrir. Donc ça ne touche pas à notre souveraineté alimentaire. Par contre, par derrière, si la Russie annexant une part, la Russie, c'est le premier exportateur mondial de blé. C'est un de nos gros concurrents. Si la Russie, si elle annexe une partie de la partie est de l'Ukraine, voilà le mot que je cherchais, et avec son allié, son vassal, la Biélorussie, ils doivent représenter 30-35% du marché mondial des céréales. Donc là, ça nous pose un problème, parce que les pays d'Afrique, les pays du Moyen-Orient vont être dépendants de la Russie élargie pour leur alimentation. Donc ça nous pose des questions géopolitiques, géostratégiques, quelque part peut-être de souveraineté nationale, de notre poids et notre audience dans le monde, mais ça ne touche pas notre souveraineté alimentaire. Vous voyez, on l'utilise de manière, comment dire, déconnectée de ce que ça veut dire réellement. Ça toucherait notre souveraineté tout court. Voilà, ou comment dire, notre poids dans le monde, ce qui est important. Et on n'a pas envie que l'arme alimentaire, qui est une notion encore haute qui remonte aujourd'hui, l'arme alimentaire soit complètement dans les mains de M. Poutine. Voilà. Enfin, donc, dans les mains de qui que ce soit. De qui que ce soit, sauf dans les nôtres. Voilà. Voilà quelque part cette notion de souveraineté. Et comment dire, pourquoi on confond? Pourquoi ça a autant de succès? Oui, un petit verre d'eau avant d'attaquer cette partie. Voilà, ça c'est la souveraineté alimentaire de la Poisson. Je suis agriculteur, parce que je ne suis pas, hein, je suis agriculteur. Mon objectif, ma vision du monde, c'est de produire de plus en plus. Et de pouvoir placer ce que je produis. Voilà, je vais me dire la souveraineté alimentaire, et beaucoup, je cherche le stand des syndicalistes, ils sont plutôt par là-bas, certains d'entre eux, pas tous, on dit il faut produire davantage pour notre souveraineté. Je suis plutôt écologiste ou plutôt agriculture paysanne, je vais dire notre souveraineté c'est important, il faut qu'on produise de plus en plus localement, de manière paysanne, de manière indépendante, en réduisant nos dépendances extérieures. Je suis un écologiste, je vais dire, il ne faut pas qu'on importe de produits qui ont déforesté, il ne faut pas qu'on exporte ce dont on ne veut pas. Voilà, chacun... Un moindre impact de carbone aussi. Voilà, un moindre impact de carbone. Chacun y voit ce qui lui plaît. C'est pour ça que ça a autant de succès, notamment en plus chez nous, parce que derrière, il y a le coq gaulois. Ça nous parle, hein, on est sur notre atelier, on est bien content. C'est la souveraineté. Et je ne suis pas en train de, là je vais prendre de manière un peu humoristique, je ne suis pas en train de dénigrer du tout notre souveraineté nationale, bien au contraire. Donc ce que vous dites, c'est un mot qui fait plaisir à tout le monde. Voilà, c'est un mot qui fait, voilà, c'est ça. C'est un mot qui fait plaisir à tout le monde. Et en soi, c'est... comment dire, c'est très bien et en même temps c'est dangereux. Mais c'est aussi un mot sécurisant parce qu'effectivement on le confond avec sécurité alimentaire. Voilà. Effectivement. Et par exemple, j'ai souvent j'ai beaucoup de discussions un peu avec tout le monde. Vous discutez avec un Néerlandais
ou avec un Allemand. Ça m'est arrivé l'autre jour avec l'attaché agricole d'Allemagne, à Paris, qui me disait, que je connaissais un petit peu, il disait Jean-Marie, les Français, quand est-ce que vous allez arrêter de nous emmerder? J'ai à peu près les mots, on était comme ça. Hein. Voilà. Quand est-ce que vous allez arrêter de nous emmerder avec la souveraineté alimentaire? Est-ce que vous avez une réponse? Pour un pays, quand est-ce qu'on va arrêter de l'emmerder? Pour un pays, tout ça pour dire que cette notion de souveraineté alimentaire, c'est absolument pas une notion européenne. La dimension sécurité, oui, mais pour un pays de commerçants, l'Allemagne, elle exporte davantage que nous, mais elle est très déficitaire en matière. Elle importe encore plus. Ce sont des commerçants. Les Hollandais, encore plus. Pour eux, la sécurité alimentaire, ça va être d'avoir les frontières les plus ouvertes possibles pour être sûr de pouvoir acheter le jour où j'ai besoin. Pour nous, un peu en arrière-fond, notre souveraineté alimentaire, c'est plutôt se dire on va se protéger à nos frontières. Et deux visions liées à des cultures complètement différentes. Et en plus, c'est encore marqué chez nous, puisqu'on a une culture alimentaire, et vous voyez, j'en suis pas, j'aime bien, une gastronomie qui fait que cette espèce de souveraineté de pouvoir choisir ce qu'on mange, c'est vachement important. Et en plus, pour nous, le fait de manger, c'est aussi un acte social beaucoup plus fort que dans d'autres pays où ils mangent debout entre deux trucs. Nous, même au salon, on aime bien s'asseoir, retrouver les copains et boire une bière et manger et discuter. Donc c'est pour ça aussi que ça nous parle beaucoup, cette question de souveraineté alimentaire. Peut-être faire des questions, des remarques ou des objections. Après, on verra à partir de 2-3 exemples. Est-ce que notre souveraineté est en danger ou pas? Et où est-ce qu'on en est du coup aujourd'hui? Alors, vous entendez, je sais pas, peut-être même dans les questions. Vous avez des questions? Alors, je vais m'en sortir, parce que c'est pas facile. Après, tout dépend à quelle échelle géographique on se place. Par exemple, est-ce qu'on est au niveau européen? Nous, on va dire, je prends l'exemple de la fraise. Ça va pas tarder, hein, les premières fraises déjà arrivées, les premières fraises espagnoles. Oui, je pense que ça commence. Ça commence. Donc on va dire, ben, nous on importe des fraises espagnoles, c'est pas terrible, les garriguettes du sud-ouest, pays de la fraise, etc. Enfin, un des pays de la fraise, c'est pas terrible. Je suis européen, les fraises elles passent de l'Espagne à la France, ça reste dans l'Europe, je m'en fous complètement. La souveraineté européenne, elle est... Donc c'est un premier élément, à quelle échelle on se place. On parle de plus en plus des programmes PAT, programmes alimentaires territoriaux. Donc une espèce de, non pas de souveraineté, mais de dimension locale de l'alimentation. Je crois que c'est une idée importante de se nourrir avec son territoire. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que son territoire? Je suis bordelais, j'habite en Normandie. Je dis souvent aux Normands, on a eu des discussions là-dessus, heureusement qu'on n'est pas obligé de boire tout le lait qu'on produit. On a eu des chiffres hier, c'était très impressionnant. Ben voilà, heureusement, et je disais aussi aux Normands, ben, vous ne m'obligerez pas à boire du vin de Normandie, parce qu'il commence à y en avoir. Il vaut mieux boire un Bordeaux, à la rigueur un Bourgogne. Donc, l'aspect local, c'est important, mais il ne faut pas que ça devienne un dogme absolu. Et on le prend comme on veut, on produira quand même plus facilement du lait en Normandie qu'à Montpellier. Et on produira davantage des abricots dans la vallée ou des pêches dans la vallée du Rhône que chez moi. Il y a quand même les conditions de sol et de climat, même si le climat change, qui ont un rôle dans l'agriculture. C'est quand même très localisé. Il y a quelque chose à sacrifier si on veut du local, voilà, il y aura plus de diversité. Je crois qu'il y a Alors, une question. est-ce que ça a répondu à votre question? Mitigé. Vous pourrez attraper M. Sironi après pour en parler plus longuement. Bonjour, merci beaucoup pour votre merci pour votre définition du terme. Vous avez expliqué la différence d'interprétation du mot souveraineté par la culture en citant nos voisins européens. Mais vous avez cité des voisins qui ne sont pas forcément très engagés géopolitiquement parlant dans le monde et avec une stratégie extérieure relativement modérée. Quand on compare par exemple avec d'autres pays beaucoup plus engagés géopolitiquement, militairement, les États-Unis, la Russie, la Chine, quelle que soit leur politique, là le mot souveraineté alimentaire leur parle beaucoup plus.
et ils ont beaucoup plus, des pays engagés géopolitiquement ont une approche plutôt similaire que la nôtre avec la souveraineté alimentaire. Donc est-ce que la souveraineté alimentaire n'est pas liée avec notre politique extérieure? Alors, oui et non. C'est-à-dire que notre souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que la capacité, au sens, enfin non pas étymologique, mais au sens de via campesina, c'est-à-dire notre capacité à choisir nous-mêmes notre alimentation, pour moi, elle est indépendante, enfin, elle n'est pas connectée à notre dimension géostratégique. Par contre, notre souveraineté nationale, notre poids dans le monde, on parlait de la défense, etc., enfin, notre poids dans le monde, effectivement, il est lié aussi à l'arbre alimentaire et donc à notre production. Non, mais pour moi, c'est deux dimensions différentes. Et notre capacité à se nourrir nous-mêmes, je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Sur le fait, est-ce qu'on doit exporter massivement des céréales, de la poudre de lait, etc. Je crois que oui, mais il y a d'autres personnes, d'autres courants de pensée qui pensent que non. Qu'on n'a pas et qu'on devrait mieux protéger notre environnement, moins produire pour mieux se protéger et ne pas exporter ou moins exporter. Et il y en a encore, et ça, pour lequel l'exportation c'est uniquement le rebut, c'est ce qu'on n'arrive pas à manger, on l'exporte. Hein, donc, je crois que, en gros, dans ce que vous dites, moi je pense que les deux sont vrais, mais c'est pas la même chose. Alors après, on prend la Chine par exemple. La Chine qui aujourd'hui, sa souveraineté, son équilibre dépend de sa sécurité alimentaire qui n'est pas assurée. Puisqu'ils ont, j'ai plus en tête les chiffres, mais ils n'ont pas une quantité de terre et d'eau suffisante pour se nourrir, pour se produire. Donc ils assurent leur sécurité, par exemple en faisant du land grabbing, en prenant des terres, des terres en Afrique, où chez nous ils ne prennent pas les terres, mais ils implantent les usines et ils prennent le travail des Normands et des Bretons pour produire du lait. Hein, il y a des usines chinoises en France pour produire de la poudre de lait pour la Chine. Donc, et là, ils assurent quelque part leur sécurité et au final peut-être leur souveraineté. Concernant les Américains, je crois que c'est encore autre chose. Les Américains, qui aujourd'hui sont déficitaires. La balance commerciale américaine est déficitaire en matière alimentaire. Ont pendant très longtemps été des fervents acteurs de l'arbre alimentaire. Ils le sont moins aujourd'hui, parce qu'encore une fois, ils sont déficitaires. Vous n'avez pas défini l'arme alimentaire, si je ne m'abuse? Alors, l'arme alimentaire, c'est de dire à un autre... Par exemple, je fais un petit détour pour te répondre. Quand il y a eu les votes aux Nations Unies contre l'agression de la Russie sur l'Ukraine, il y a un nombre assez important de pays qui se sont abstenus. Quelques-uns rares qui ont voté contre la condamnation. Mais il y en a beaucoup qui se sont abstenus, notamment en Afrique. Beaucoup de pays africains qui se sont abstenus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, moi j'achète beaucoup de blé, j'en ai besoin de blé russe. Si je vote contre, ou si je vote pour la résolution qui condamne, je veux dire, je vais me retrouver peut-être sanctionné. D'où la notion, on voit bien ce que c'est que cette arme alimentaire. C'est plus pour les pays qui n'ont pas besoin de... Comment tenir politiquement qu'on n'a pas forcément les capacités à acheter, qui ont besoin d'aide pour acheter. Et, non, je voudrais quand même donner... prendre un exemple, qui est le poulet. Vous entendez souvent dire... on importe la moitié des poulets que l'on consomme. Qui d'entre vous, quand il va faire ses courses, achète du poulet polonais ou du poulet brésilien? Non. Est-ce que vous avez déjà vu dans les rayons du poulet brésilien ou du poulet polonais? Non. Alors, où est-ce qu'il est voilà. Le poulet? Comment il est transformé. Et quand on regarde, ça j'ai pas la mémoire des chiffres, je vais vous donner, si on dans regardait notre production de poulet par rapport à notre consommation, c'est-à-dire si on consomme 100 en poulet, combien on en a consommé? Si on importe la moitié, ça veut dire qu'on en a consommé qu'on en a produit que 50. Eh ben non, on en a produit 80. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on exporte des poulets. D'accord. On en importe
mais on en exporte. Et ceux qu'on importe, on les trouve dans les rôtisseries? Et ce qu'on importe, d'ailleurs c'est vrai pour toutes les viandes étrangères, mais je vais prendre juste l'exemple du poulet, on pourrait le prendre sur d'autres, c'est quand on va à la cantine. Voilà. Ou tout à l'heure, quand vous allez acheter un sandwich au poulet, quelque part derrière, chez Paul ou chez autre, vous avez 9 chances sur 10 qu'ils soient importés. Et on ne sait pas d'où ils viennent. D'où l'importance de l'étiquetage. Et pourquoi on importe? Il y a deux raisons. Il y a une raison de prix. En général, en gros, on exporte des produits à haute valeur, nous, et on importe du prix. Des produits qu'on ne produit pas ou qu'on ne produit pas de manière compétitive. Et la deuxième raison, c'est que, en fait, ce qu'on importe, c'est finalement, c'est pas des poulets. C'est des morceaux de poulet. C'est des morceaux de poulet. On mange beaucoup de blancs de poulet. Donc il faudrait qu'on invente des poulets à 4 pattes ou à 6 pattes. Non, les blancs ne sont pas dans les pattes. J'imagine que à 6 filets, quoi, ou à 4 filets. On importe beaucoup de filets. J'imagine que les nuggets, les fast-food aussi sont très friands de... Voilà. Vous avez la même chose sur la viande bovine. Hein. On produit plus de viande bovine que ce que l'on consomme. Mais on importe 20 ou 25%, je ne sais plus trop où on en est, 20 ou 25% de la viande bovine que l'on consomme. Pourquoi? Une vache, normalement, elle fait, enfin, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des sexages maintenant, mais une vache, elle fait autant de veaux mâles que de veaux femelles, et nous, on mange très peu de viande issue de veaux mâles. D'accord. Donc on les exporte. Okay. Donc on importe. Et d'autre part, 50% de la viande bovine que l'on mange, c'est de la viande hachée. Et c'est beaucoup de la vache laitière de réforme. D'accord. Donc on importe et on exporte les beaux morceaux. Donc ce qui n'était pas du tout le cas il y a 30 ans, ou au contraire, on exportait les morceaux avant dont on ne savait pas que faire et on gardait la viande à griller pour nous. D'accord. Donc vous voyez, il y a une question de prix et il y a une question de qualité, d'équilibre matière, pour employer le terme technique. Donc au bout du bout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'est-ce qui est en train de se passer? Quand on dit que notre souveraineté alimentaire, on est en train de... Elle est menacée. Alors, je donne mon avis, là, d'ailleurs, comme depuis le début, c'est des analyses. Rassurez-vous, on ne risque pas de crever de faim en France. Hein. Alors, si ça nous arrivait, il ne resterait plus grand monde sur Terre. Pour autant, on importe de plus en plus. Vous entendez que notre balance extérieure agroalimentaire a tendance à se dégrader. Ce ne sont pas nos exportations qui baissent, sauf je crois cette année un petit peu, enfin en 2023 un petit peu, mais on exporte quand même toujours autant. Après on pourrait discuter de qu'est-ce qu'on exporte. Mais par contre, on importe de plus en plus. Et on importe de plus en plus, pourquoi? Parce qu'il y a un décalage de plus en plus important entre ce que l'on produit et ce que l'on consomme, ou entre ce que l'on consomme et ce que l'on produit. Vous voyez tout à l'heure, hein, j'ai vu, il y avait l'ancien président de Uniflor, qui est un ancien adhérent que j'avais dans la Manche, qui est un vieux monsieur qui était un très haut responsable dans la filière fruits et légumes. Par exemple, on importe beaucoup de fruits, vous savez qu'on importe beaucoup de fruits. Ouais. Mais comment on pourrait importer moins de fruits si on mangeait davantage de pommes et moins de mangues? On est d'accord. On produit des pommes qu'on exporte, mangeons des pommes et moins de mangues. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Moi je suis pas sûr, c'est vachement bon les mangues. C'est moins bon quand on est au pays des mangues. Mais voilà. Donc l'aspect du commerce, c'est pas non plus défavorable. Par contre, sur la viande bovine, pour moi c'est un vrai débat. On importe de plus en plus, on a une filière qui marche sur la tête. On n'est pas loin, je vais me faire assassiner, mais ils le savent ce que j'en pense. Qui marche sur la tête. Il faut qu'on arrive à ce que notre production se rapproche de notre consommation. Mais nous, consommateurs, on a notre mot à dire en faisant attention sur certaines productions, à ne pas acheter de production importée alors qu'il y a la production française. Mais vous venez de le dire, comme c'est invisible, puisque ça passe par des transformations au sein des restaurants, et comme il y a une question de coût pour le panier familial. Donc toute la question de l'étiquetage, qu'on sache ce qu'on mange. C'est vrai que quand on va dans un restaurant fast-food, l'étiquetage, c'est rare qu'ils nous affichent la provenance des produits. Tout à fait, tout à fait. Mais même dans un restaurant classique. Il y a d'autres questions, madame. Je vais
Ah ben voilà, d'accord. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Une question pour rebondir sur l'aspect géopolitique. Au moment du Covid, parce que vous êtes parti de là sur la sécurité alimentaire, il manquait des masques. Est-ce que quand même en termes géopolitiques, on n'a pas de risques sur des produits alimentaires ou agroalimentaires en France? Je crois qu'on a un risque assez important, mais qui n'est pas dans notre production, qui n'est pas dans notre capacité à produire, et en gros qui n'est pas chez les agriculteurs. On a un risque industriel. Aujourd'hui, on importe beaucoup des engrais qu'on utilise. L'engrais azoté, on en produit, je crois, à peu près un tiers. On importe les 2 tiers, donc on pourrait en produire davantage. D'ailleurs, il y a un plan pour en produire davantage. Le phosphore, les phosphates, on n'en a pas. On n'en a jamais eu. Donc on est obligé de les importer. Les potasses, on en a eu avec les potasses d'Alsace, mais on n'en a pratiquement plus. On les importe. Donc on importe beaucoup d'engrais. Alors on dirait, on pourrait aussi, et c'est un chemin, être plus autonome par la fertilisation organique, par le recyclage des fumiers, la méthanisation, etc. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a la même chose sur les produits phytosanitaires. Alors on dirait, on pourrait ne pas les utiliser. Mais en gros, toutes les agricultures utilisent le bio utilise des produits phytosanitaires. Hein. Oui. Soi-disant qu'ils ne sont pas de synthèse, mais le sulfate de cuivre, aujourd'hui, il est de synthèse. Et l'Europe, là c'est l'Europe, ne produit pratiquement plus de matière active des produits chimiques. Les usines qu'on a en Europe assemblent. C'est exactement comme pour la pharmacie. Les molécules, elles sont faites en Inde et en Chine. D'où il y a un plan européen de reconquérir une certaine indépendance, alors pour le coup, une souveraineté sur les molécules chimiques qu'on importe. C'est un peu comme les masques. Voilà. Après, donc on est dépendant en amont de l'agriculture. Voilà, des matières premières, des intrants nécessaires pour l'agriculture. Là, on est dépendant et c'est une vraie faiblesse Enfin, c'est un risque. Mais en même temps, c'est une politique industrielle. Dire, le pétrole, on n'a pas peur, vous n'avez pas peur de manquer de carburant, sauf quand il y a une grève dans les raffineries, mais on n'a pas peur de manquer de carburant. On n'en produit pratiquement pas. Enfin, il y a les agrocarburants maintenant. Mais le pétrole, on en produit. Alors on a vu avec le gaz ce que ça donnait. Mais le pétrole, on a depuis très très longtemps une politique de sécurité, une politique industrielle de sécurité avec des stocks stratégiques. Il y a des stocks stratégiques de pétrole, des accords de long terme. On pourrait tout à fait développer la même chose sur les engrais avec des stocks contrôlés par les pouvoirs publics pour être sûr de ne pas en manquer. On a eu peur de manquer d'azote l'année dernière, il y a 2 ans. On a eu peur. Et moyennant quoi, les prix avaient, de par le gaz, les prix avaient triplé. Et on a utilisé 15% d'engrais en moins. D'accord. Et la récolte a été meilleure en 2023 qu'en 2022, où elle n'avait pas été terrible en 2022. Voilà, donc il y a une dimension industrielle. Merci beaucoup. Tu voulais poser une question? Il y avait des questions. Ah, c'est un copain, donc sa parole. Les questions des copains. Il va peut-être pas être d'accord avec moi, donc ça parle. Sur l'aspect souveraineté protéique au niveau européen, on importe beaucoup de soja, on est dépendant de 95% de nos importations de soja pour l'élevage, et les 2 tiers de ce soja viennent du Brésil, avec beaucoup de phytos qui sont interdits chez nous, avec des OGM, avec la déforestation. Donc là, il y a bien un problème de souveraineté protéique de l'Europe, et on exporte, on dit qu'on ne peut peut-être pas tout faire chez nous, mais on exporte des céréales à beaucoup moins cher, et on a des compétitions fortes du côté de la mer Noire. On devrait faire beaucoup plus de protéines chez nous. A priori, c'est en ce sens que la souveraineté protéique européenne a du sens. Ça fait partie, je pense, aussi de cette Alors, je suis complètement d'accord avec... donc André est un collègue de l'Académie. Je suis complètement ancien d'Institut d'élevage. Donc je suis sur ce plan, souvent on a un peu des désaccords économiques, mais là-dessus je suis d'accord avec toi. Alors bon, tu sais d'où ça vient. C'est des accords internationaux du début de l'Europe et qui tiennent toujours, hein. Enfin plus ou moins. Mais on a un trésor, nous, pour les protéines, c'est l'herbe. Pas partout en France, mais
dans la région dans laquelle je vis et sur laquelle pendant 20 ans j'ai... Et les légumineuses, Jean-Marie, et on peut développer complètement les légumineuses. C'était un mouvement voilà. ces dernières Et années. personnellement, moi je ne crois pas trop au développement du soja, peut-être dans le sud de la France, mais chez moi on fait des essais de soja, je trouve que ça n'a pas de sens, alors qu'on a en Normandie, on a un trésor, une mine, une ressource qui est l'herbe, qu'on valorise mais pas suffisamment, et qui pourrait effectivement nous amener vers davantage d'autonomie. Mais l'autonomie par rapport au soja, et notamment l'essentiel du soja, comme tu le disais, qui est OGM et au GMRR, donc les parcelles traitées au glyphosate, et même pas les parcelles, puisque le soja résiste, le soja OGM résiste au glyphosate, par le gène qui a été mis dedans. Donc effectivement, l'Europe est très timide, compte tenu d'accords qui ont été passés avec les États-Unis il y a maintenant 50 ans. L'Europe est très timide pour mener des véritables politiques. Et on en est au 20e, 30e, je ne sais pas combien, plan de développement des protéines en France. Jean-Marie, pardon, mais qu'est-ce que tu appelles herbe? L'herbe, la prairie. La prairie. La prairie. Mais la prairie, tu la transformes de quelle manière? Tu parles pour une consommation? Non, tu peux aller brouter si tu veux, mais moi je ne viendrai pas avec toi. Une salade, oui, mais pas de l'herbe. Non, c'est des vaches. C'est pour nourrir les vaches. Pour nourrir les vaches. C'est comme le soja, si on peut manger des pousses de soja. Non, je parle pour nourrir les animaux. C'est vrai que l'Europe importe, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais importe de manière très importante du soja, ce qui fait que certains disent qu'en fait on n'est pas exportateur net compte tenu des sojas qu'on importe. Voilà. Je crois que nous avons terminé. Merci beaucoup de vos questions et de votre attention. Merci beaucoup pour cette conférence.